Tu te rends sur l'île de Queimada Grande, l'une des plus dangereuses du monde. Là-bas, tu te retrouves au milieu d'une forêt tropicale. Il y a d'énormes rochers et des plaines herbeuses. Ce lieu abrite des oiseaux, des sauterelles, ainsi que des cafards géants. Mais aussi un autre animal. Et c'est à cause de celui-ci que l'île a acquis sa sinistre réputation. Il y a des serpents et en très grand nombre. En si grand nombre que l'endroit est également connu sous le nom de l'île aux serpents. Pourras-tu y survivre? Située à seulement 32 km de la côte du Brésil, l'île a une superficie de 43 hectares. Elle a probablement été coupée du continent lors de la dernière période glaciaire. Pour cette raison, les serpents se sont retrouvés séparés de la plupart des autres espèces animales. Ils y ont vécu sans aucun rivaux, disposant de sources de nourriture quasi illimitées. Dans un espace aussi restreint, on compte jusqu'à 4000 serpents, ce qui représente un serpent par mètre carré. Il serait donc bien difficile de ne jamais croiser l'une de ces créatures sur cette île. Ce serpent, le trigonocéphale insulaire, est non seulement le plus répandu sur l'île, mais il s'avère aussi qu'il s'agit, dans la famille des vipéridés, d'une espèce extrêmement venimeuse. En fait, c'est l'une des espèces les plus venimeuses de toute l'Amérique latine. La puissance de son venin est due à son grand isolement. En dehors des serpents, on ne trouve que des oiseaux sur cette terre. Et pour attraper ces oiseaux, il fallait que le venin des serpents soit particulièrement violent. Par conséquent, depuis qu'ils ont été séparés de leurs lointains parents, leur venin est devenu presque 5 fois plus puissant. La plupart du temps, le trigonocéphale insulaire se cache dans les arbres ou les feuilles qui jonchent le sol. Si tu te retrouves un jour coincé ici, il vaut mieux que tu te tiennes à bonne distance de ces animaux. Les serpents utilisent principalement leur odorat et les vibrations pour capturer leur proie. Si tu t'approches trop près de l'un d'eux, reste immobile ou éloigne-toi lentement. Si tu émets trop de vibrations, ils se sentiront menacés, ce qui pourrait les pousser à t'attaquer. Si tu en vois un à quelque distance ou si tu te diriges vers de hautes herbes, tape des pieds plusieurs fois. Cela informera les serpents de ta présence. Ils ne prendront pas le risque de se mesurer à une proie plus grande qu'eux et s'enfuiront probablement assez vite. Il est toujours bon de porter un bâton, au cas où tu tomberais par hasard sur un serpent. Tu disposeras ainsi d'une sorte d'extension qui pourra t'éviter une morsure. Ce bâton pourrait te sauver la vie. S'il possède une extrémité en forme de V, ton bâton te donnera encore plus d'avantages. Si un serpent commence à se comporter de manière agressive, tu pourras le retenir au sol et l'arrêter dans son élan. Mais quoi qu'il arrive, n'essaye pas de le ramasser. Bien, mais que dois-tu faire si tu te fais mordre? Les risques sont assez élevés sur cette île, bien sûr. Tout d'abord, n'essaye pas d'extraire le venin par tes propres moyens. Assure-toi d'appeler immédiatement les services d'urgence. Et une fois que les secours sont en route, applique un large bandage sur la plaie. Un morceau de tissu fera l'affaire si tu n'as rien d'autre. N'essaye pas de poursuivre le serpent afin de déterminer son espèce. Les services d'urgence sauront identifier le venin dont il s'agit. Maintenant, il te suffit de rester calme et d'attendre les secours. Tu te demandes peut-être qui tu peux appeler sur cette île abandonnée. Eh bien, comme il est strictement interdit de visiter cet endroit, des panneaux ont été installés partout sur l'île. Tu y trouveras un numéro que tu peux appeler si tu as des problèmes. Mettons maintenant que tu aies réussi à éviter de te faire mordre. Que vas-tu pouvoir manger sur place? Queimada, en portugais, signifie brûlage ou feu de forêt, et ce nom a une histoire. En effet, l'île tout entière a été délibérément incendiée pour permettre la création d'une plantation de bananes. Malheureusement, les affaires n'ont pas aussi bien marché que les entrepreneurs l'espéraient. Sans doute parce que les serpents n'ont pas laissé les cultivateurs travailler en paix. Mais certains bananiers continuent encore aujourd'hui de pousser, et ils t'apporteront les nutriments dont tu as tant besoin. Il te faudra aussi faire le plein de protéines lors de ton séjour. Heureusement, en plus des serpents, cette île abrite aussi des cafards. Ces cafards géants, à l'allure préhistorique, sortent la nuit pour se nourrir de plantes. Alors, allume ton barbecue et profite de ce mets rare. Mais le meilleur moyen de survivre à cette île est encore de l'éviter à tout prix. Si, par hasard, tu passes devant, n'oublie pas que cet endroit était autrefois relié au continent. Les rochers sous la surface des eaux représentent donc un grand risque pour ton embarcation si tu t'en approches trop. Veille par conséquent à te tenir à bonne distance du rivage lors de ta traversée. Bien sûr, l'île est des plus intrigantes, mais n'oublie pas que quelle que soit la distance à laquelle tu t'approches de ces terres, tu ne pourras pas voir les serpents depuis ton bateau. Tu n'apercevras ces créatures que si tu accostes, ce qui est absolument déconseillé. Car ce ne sont pas seulement les reptiles qui rendent cet endroit dangereux. Des pirates visitent cette île assez régulièrement. Pas les pirates à jambes de bois qui chantent en comptant leurs pièces d'or.
mais ceux qu'on nomme les biopirates, qui viennent là pour capturer l'animal qui rend l'île si dangereuse. Ils viennent pour les serpents, afin de les attraper et de les vendre sur le marché noir. Depuis que l'île a été coupée du monde il y a environ 11 000 ans, le trigonocéphale insulaire a évolué dans son propre habitat. Donc, bien que le nombre de ces reptiles soit élevé dans ces lieux, l'espèce est aujourd'hui considérée comme menacée. Et en raison de leur rareté, leur valeur est très grande. Ils se vendent pour des sommes proches de 30 000 € sur les marchés clandestins, ce qui bien sûr donne aux biopirates la motivation nécessaire pour se rendre sur cette île. Il y a quand même des façons plus simples de gagner sa vie. Enfin, disons que tu as toutes les ressources nécessaires pour survivre dans l'un des endroits les plus dangereux au monde. Penses-tu que tu parviendrais à réaliser cet exploit? Tu penses peut-être que c'est impossible? Tu seras surpris de savoir qu'en réalité, c'est parfaitement faisable, si tu sais ce que tu fais. De nombreuses personnes ont déjà visité cet endroit effrayant. Des équipes de scientifiques s'y rendent souvent. Ils étudient le trigonocéphale insulaire, son environnement et ses sources de nourriture à des fins de conservation. Mais les chercheurs s'assurent toujours qu'il y ait un médecin dans l'équipe. Il existe aussi un phare sur l'île des Serpents. Il a été exploité jusque dans les années 1920. Puis on l'a automatisé. Tu devines facilement pourquoi. Les autorités brésiliennes visitent ce phare une fois par an pour s'assurer qu'il fonctionne toujours correctement. Les habitants du continent connaissent la réputation de l'île. Alors, les histoires de personnes qui y auraient disparu sont plutôt rares. Mais un groupe de pêcheurs s'est un jour approché trop près de son rivage. Alors qu'ils suivaient leur itinéraire habituel, ils se sont accidentellement trop approchés de la côte. Leur bateau a heurté un récif sous les vagues et a commencé à se remplir d'eau. Comme le bateau coulait rapidement, les hommes ne disposaient plus que de deux options: tenter de survivre dans la mer agitée ou nager jusqu'aux plages de l'île aux serpents. C'était évidemment un choix difficile. Après tout, ils avaient entendu toutes les histoires. Et ce n'est pas seulement les serpents qui les effrayaient. Une légende disait que l'île était maudite. Mais sans se préoccuper de ses contes à dormir debout, les pêcheurs ont choisi de tenter leur chance sur l'île de Queimada Grande. Après avoir atteint le rivage, ils se sont efforcés d'être prudents. Leur connaissance de l'île pouvait les aider à survivre. Plus important encore, ils savaient qu'il fallait à tout prix éviter la forêt tropicale. Lorsque les hommes ont commencé à avoir faim, ils se sont prudemment dirigés vers la lisière de la forêt afin de cueillir des bananes. Mais ils ont passé le reste de leur temps à attendre les secours, assis tranquillement afin de conserver leur énergie. Ils ne pouvaient boire de l'eau que lorsqu'il pleuvait. Cela suffisait à peine pour qu'ils restent en vie. Ils dormaient sur la plage, sans protection contre les éléments. Et pourtant, ils étaient si proches du phare et des grottes. Ils se montraient extrêmement prudents. Mais c'était soit endurer un certain inconfort, soit risquer leur vie pour un lit au sec. Ils n'ont pas cédé à la tentation. Ils ont réussi à survivre 3 jours durant, sans qu'aucun d'eux ne se fasse mordre par un serpent. Après ça, un bateau les a finalement secourus. Voilà, maintenant tu sais que tout est possible. Le danger peut se trouver partout. Les escrocs ont des techniques de plus en plus sophistiquées pour s'approcher de toi et t'arnaquer. Ils utilisent des objets variés, comme des enveloppes dans les voitures ou toutes sortes de trucs bizarres sur les capots, afin de cibler tout le monde, peu importe l'âge et l'origine. On va voir comment reconnaître les signaux d'alerte et ce qu'il faut faire dans ces situations. Il est tard. Tu gares ta voiture dans le parking du supermarché. Tu la fermes et tu pars faire tes courses. À ton retour, tu remarques que quelqu'un a enroulé un t-shirt autour de tes essuie-glaces. Dans ce cas, ne prends pas le temps d'enlever le t-shirt de ton essuie-glace. Au lieu de ça, installe-toi rapidement dans ta voiture et démarre. Cherche un endroit bien éclairé, si possible assez fréquenté, et là tu peux enlever le t-shirt. Il s'agit d'une escroquerie relativement récente utilisée par les criminels pour distraire les conducteurs seuls. En voyant le t-shirt ou le bout de tissu, tu prends normalement le temps de l'enlever. Pendant que tu fais ça, ils peuvent t'agresser, et qui sait ce qui se passerait ensuite. Si tu as des sacs de courses dans les mains, il vaut mieux ne pas les mettre dans le coffre. Tu te retrouves dans une position vulnérable et tu as tendance à être plus lent. Mieux vaut tout balancer à l'arrière et ranger lorsque tu es en sécurité. Encore plus angoissant, le coup de l'enveloppe. Imagine que tu retournes à ta voiture et tu trouves une enveloppe à l'intérieur. Tu es certain d'avoir tout fermé en partant, donc quelqu'un a réussi à entrer. Tout d'abord, premier réflexe de sécurité, prendre la voiture et s'en aller immédiatement. Ensuite, mieux vaut jeter l'enveloppe sans même l'ouvrir. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mais imaginons que tu sois trop curieux et que tu l'ouvres. Il se peut que tu y trouves un message du genre « Madame, monsieur, nous avons testé la sécurité de votre voiture
et les résultats sont décevants. Comme vous pouvez le voir, nous l'avons ouverte. Merci de bien vouloir payer ce test et nous vous enverrons un agent pour vous aider à installer un système de sécurité plus performant. Heureusement qu'ils n'ont rien pris. Jette l'enveloppe et oublie le message. Si tu payes les arnaqueurs, ils vont continuer dans leur lancée et faire probablement pire. Le mieux, c'est d'aller chez son propre mécanicien et faire contrôler ou remplacer son système de sécurité si nécessaire. Une bouteille d'eau sur le capot indique également un grave danger. Comme le tissu sur l'essuie-glace, c'est une façon de te distraire et te faire sortir de la voiture. Mais cette fois, c'est encore pire. Même si tu laisses la bouteille ou toute autre chose là où elle est, et que tu démarres tout de suite pour rentrer chez toi, tu cours probablement un gros risque. Ceux qui ont posé la bouteille sur ton capot ont probablement installé un traceur GPS sur ta voiture. Donc, si tu rentres chez toi, ils peuvent te suivre. Il vaudrait mieux trouver un endroit très fréquenté et chercher ce traceur GPS. Ou aller directement au commissariat et demander à la police de s'en occuper. Quand un étranger te demande de le prendre en photo et te donne son téléphone, n'accepte pas tout de suite. Si la personne en question a l'air suspecte ou antipathique, il vaudrait mieux refuser gentiment. C'est probablement une escroquerie. Elle te donne son téléphone, tu allumes l'appareil photo et tu remarques qu'il ne fonctionne pas. Impossible de prendre la photo. Tu rends le téléphone à la personne qui t'accuse de le lui avoir cassé. Elle te demande de l'argent et fait un scandale. Dans cette situation, il faut essayer de ne pas paniquer et de ne surtout pas céder. Mieux vaut partir calmement. Il faut faire comprendre à cette personne que tu n'es pas tombé dans le panneau. Et si la personne devient trop agressive, à toi d'appeler la police. Les voleurs peuvent mettre des flyers, des journaux ou des autocollants sur ta porte. Ils peuvent aussi insérer des morceaux de papier ou des petits morceaux de plastique dans l'interstice de la porte. S'ils voient que tu ne les enlèves pas tout de suite, ils comprennent que tu n'es pas chez toi. C'est comme ça qu'ils marquent les appartements qui sont faciles à cambrioler. Après tout, il est plus sûr d'entrer dans un appartement vide. Donc, dès que tu vois quelque chose d'étrange sur ta porte, enlève-le tout de suite. Si un flyer ou un marque-page reste sur ta porte pendant 1 ou 2 jours, les voleurs savent que tu n'es pas chez toi. Bien évidemment, ça peut être de vraies pubs, mais il faut quand même t'en débarrasser. En plus des flyers, tu peux te retrouver avec d'étranges signes sur ta porte ou sur ta maison. Des numéros, des croix ou d'autres symboles. Les cambrioleurs marquent les maisons qu'ils veulent cambrioler au moyen de cette technique. Si tu vois ces signes, mieux vaut appeler la police. Tu rentres à la maison après le travail et tu remarques que tu n'as presque plus d'essence. C'est bizarre, tu avais fait le plein récemment. Tu t'arrêtes à une station-service et tu demandes au mécanicien de contrôler s'il y a une fuite dans ton réservoir. Entre-temps, des voleurs sont peut-être en train de te cambrioler chez toi. Ils ont volontairement vidé ton réservoir pour que tu perdes du temps à la station. Ils ont alors tout le temps de bien fouiller. Si tu es certain d'avoir fait le plein récemment et qu'on t'a siphonné ton essence, il vaudra mieux appeler tes voisins et leur demander de contrôler ton chez-toi. Les cambrioleurs sont aussi capables de mettre en scène un accident pour te faire sortir de chez toi. Méfie-toi. S'il y a réellement un accident, appelle les pompiers. Méfie-toi aussi des appels téléphoniques répétés où l'interlocuteur ne parle pas. S'ils t'appellent souvent, c'est peut-être qu'ils t'ont à l'œil pour un éventuel cambriolage et ils veulent savoir si tu es chez toi. Assure-toi toujours que le compteur du taxi fonctionne quand tu en prends un. Si tu t'assois et que le chauffeur te dit que le compteur ne marche pas, mieux vaut sortir et prendre un autre taxi. Le chauffeur pourrait te demander bien plus que le tarif normal sans compteur, surtout si tu n'es pas du coin. Ta voiture s'arrête en pleine route. Tu appelles donc une dépanneuse. 5 minutes plus tard, un camion passe et te propose de l'aide. Il vaut mieux décliner poliment. Oui, tu vas devoir attendre plus longtemps, mais tu ne vas pas devoir payer plus cher. Il existe des sociétés qui profitent des pauvres conducteurs en difficulté perdus au milieu de nulle part. Cet aimable inconnu va probablement garder ta voiture en otage jusqu'à ce que tu payes le double du tarif normal. Si tu ne sais pas si la dépanneuse qui vient d'arriver est celle dont tu avais demandé l'assistance, rappelle le service et demande-leur de te donner la plaque d'immatriculation de celle qu'ils t'ont envoyée.
Si tu dois choisir une place de parking, mieux vaut éviter celle qui se trouve à côté de véhicules plus gros que le tien. Tu deviens facilement une proie pour les criminels, puisque tu es caché derrière un van ou derrière un camion. Quand quelqu'un t'appelle de la part de ta banque, sache qu'aucun employé ne te demanderait jamais ton numéro de compte, ton code PIN ou le code OTP que tu reçois sur ton téléphone. Si on te demande ça, raccroche et appelle ta banque par toi-même. Utilise le numéro qu'il y a sur leur site. La seule façon sûre de payer quelque chose en ligne, c'est d'utiliser ta carte de crédit ou un e-wallet de confiance. Si on te demande de payer avec une méthode peu commune, comme avec un voucher, une carte cadeau ou un transfert sur un autre compte avec ton appli bancaire, il s'agit très probablement d'une escroquerie. Un vrai magasin en ligne ne te demanderait rien de tout ça et il t'enverrait une facture électronique après la transaction. C'était un survol de routine pour les gardes-côtes. Des kilomètres et des kilomètres d'océan d'un bleu profond. Soudain, les gardes ont remarqué un drapeau étrange sur une île déserte située entre Key West et Cuba. Ils sont descendus de 150 mètres pour voir ce qui s'y passait. 2 hommes et une femme agitaient les mains en signe de détresse. Il était évident qu'ils avaient besoin d'être immédiatement secourus. L'équipage n'a pas pu atterrir tout de suite à cause du mauvais temps, mais ils ont largué de la nourriture, de l'eau et une radio afin de découvrir pourquoi ils étaient là. Ils ont appris que les naufragés se trouvaient aux Bahamas depuis 33 jours déjà. Le bateau avait chaviré lors d'une tempête et ils avaient nagé jusqu'à l'île la plus proche. Ils ont aussi informé l'équipage que la femme avait besoin d'aide le plus vite possible. Le lendemain, l'équipe de sauvetage est venue en hélicoptère et a amené les naufragés dans un hôpital de Key West. Cela leur a permis d'éviter de graves complications de santé. Toutes les personnes ayant participé à l'opération de sauvetage ont été surprises par la façon dont ces personnes avaient su faire face à la situation, ainsi que par la cohérence de leurs propos. Donc, 5 semaines sur une île sans nourriture ni source d'eau potable. Comment ont-ils survécu, te demandes-tu sûrement? Eh bien, ils ont eu la bonne idée d'utiliser des noix de coco pour s'hydrater et des coquillages pour se nourrir. Et ils ont eu une étincelle de génie en fabriquant un drapeau afin que d'éventuels sauveteurs puissent les voir. Voilà l'un des secrets pour survivre si tu te trouves un jour dans une situation similaire. Brûle du bois humide ou mouillé pour faire de la fumée. Dispose des fusées éclairantes en triangle, empile de grosses pierres pour écrire SOS ou Help. Ces signaux de détresse sont tous reconnus internationalement. Si tu changes d'emplacement pour une raison quelconque, laisse derrière toi une flèche faite de pierres indiquant la direction que tu as prise. Pour que le sauveteur puisse aussi t'entendre, fabrique un sifflet à partir d'un gland. Tiens un gland des 2 mains entre ton pouce et ton index. Fais un triangle avec tes pouces près du sommet du gland. Tiens-le près de ta bouche et souffle un peu d'air dans le triangle. Tu devras t'entraîner un peu pour obtenir un volume sonore suffisant. Ah, c'était trop fort! Si tu te perds, souviens-toi de la règle de 3 pour rester calme et faire les bonnes choses dans le bon ordre. Tu peux survivre 3 minutes sans air, 3 heures dans une température extrême, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. Commence par construire un abri. Puis va chercher de l'eau. Et seulement ensuite, occupe-toi de la nourriture. Si tu as plus de chances que les naufragés des Bahamas et que tu as des allumettes sur toi, rends-les imperméables. Recouvre-les d'une fine couche de vernis à ongles transparent et laisse-les bien sécher. Pour avoir toujours quelque chose pour les allumer, colle un morceau de papier de verre sur le couvercle d'une boîte en plastique et place tes allumettes à l'intérieur. Tu fais tes bagages pour une randonnée? Les vêtements en coton ne te protégeront pas et ne te tiendront pas au chaud dans la nature. Il leur faut une éternité pour sécher quand tu as transpiré ou qu'il a plu, et les vêtements humides perdent la chaleur 25 fois plus vite que les vêtements secs. Si tu ne veux pas geler, opte pour du polyester, du nylon ou de la laine. Emporte des serviettes en microfibre qui sèchent en 1 heure. C'est quoi ce bourdonnement? Avant de t'enfuir en courant, horrifié, rappelle-toi que la présence d'abeilles est un bon signe. En général, elles ne s'éloignent jamais de plus de 6 à 8 km d'une source d'eau. Mais elle a l'air plutôt sale, non? Tu peux utiliser ton t-shirt ou un bandana comme filtre à eau.
Place une de ses extrémités dans un récipient rempli d'eau boueuse, placé au-dessus d'un récipient vide qui recevra l'eau propre. L'autre partie se place là. L'eau se déversera à l'intérieur et sera nettoyée au passage. Veille à faire bouillir l'eau filtrée avant de la boire. Tu n'as plus d'eau? Les arbres sont la solution. Ils perdent toujours un peu d'eau dans l'atmosphère, donc tu n'as plus qu'à la récupérer. Trouve un arbre vert et touffu avec beaucoup de branches. Au lever du soleil, attache un sac en plastique sur la branche qui a le plus de feuilles de manière à les recouvrir complètement. Ajoute une petite pierre dans le sac pour lui donner un peu de poids. Pendant la journée, l'eau des feuilles se condensera directement dans ton sac. Le produit final sera si pur que tu n'auras même pas besoin de le filtrer. Si tu vois un halo autour du soleil, c'est un signe clair que la pression est sur le point de baisser. Elle apportera sûrement de la pluie ou de la neige dans les prochaines 24 à 36 heures. Si le halo est brisé, tu peux même prédire d'où viendra la tempête. Du côté endommagé. On dirait qu'une tempête arrive. Tu peux te fabriquer un mini-abri en sac poubelle imperméable pour rester au sec et au chaud. Fais simplement un trou pour ton visage et enfile-le. Utilise aussi 2 sacs pour garder tes pieds au sec. Si tu entends le tonnerre, compte les secondes qui le séparent de l'éclair. Si c'est moins de 30 secondes, tu dois te cacher quelque part car l'orage est trop proche. Si ça t'est impossible, reste à l'écart des grands arbres solitaires. Si vous êtes en groupe, répartissez-vous pour minimiser les risques que tout le monde soit frappé par la foudre. Tu peux aussi construire un abri en forme de triangle à partir d'un sac poubelle. Trouve quelques bâtons pour fabriquer la structure centrale. Fends le sac pour en faire une sorte de couverture et recouvre-la avec. Utilise 4 pierres pour maintenir les coins au sol. Sac poubelle ou pas, ne construis jamais ton abri sur un sol humide ou au sommet d'une colline. Le vent peut souffler très fort la nuit. Et il n'y aura pas d'arbre pour protéger ton abri qui pourra s'envoler. Maintenant que tu t'es trouvé un abri, fabrique-toi un bon lit à l'intérieur. Utilise des feuilles ou de l'herbe sèche. Place-les sous tes vêtements ou tes couvertures pour obtenir une couche isolante supplémentaire. Cette astuce fonctionne aussi bien en hiver qu'en été. Tu risques toujours de perdre plus de chaleur corporelle que tu ne peux en produire. Tu n'as pas de corde sur toi? Tu peux en fabriquer une toi-même à partir des plantes. Trouve de longues herbes, ou encore mieux, des herbes sèches. Et tisse-les ensemble en une tresse ou simplement en un cordon. Tu peux aussi utiliser l'écorce des arbres ou des branches que tu trouves par terre. Avant de t'aventurer dans la nature, surtout dans les régions sauvages où il y a beaucoup de buissons et de forêts, assure-toi que tes lacets ne se prendront pas dans les branches. Fixe les extrémités libres du ruban adhésif en toile sur le haut de ta cheville. Et voilà, tu ne tomberas pas. Tout du moins, pas à cause de tes lacets défaits. En te préparant pour ton aventure, apprends au moins à faire un nœud de base. Crois-moi, cela pourrait te sauver la vie. Le nœud de chaise t'aidera si tu as besoin d'attacher quelque chose à une corde avec une boucle. Plus tu tires fort, plus le nœud est serré. Pose la corde en travers de ta main et forme une petite boucle. Tire l'extrémité libre vers le haut et fais-la passer dans le trou par le dessous. Ça te semble trop compliqué? Souviens-toi de ceci. Le lapin sort du trou, fait le tour de l'arbre, puis redescend dans le trou. Alors voilà, tu dois enrouler la corde autour de la partie droite et la faire passer ensuite à travers la boucle. Maintenant serre-la et ton nœud est prêt. Si tu as de la nourriture sur toi que tu aimerais conserver plus longtemps, mets-la dans un sac en plastique ou un morceau de tissu fin et ferme-le. Tu peux utiliser un élastique, une barrette ou une corde. Creuse un trou dans la terre assez profondément pour y placer ta nourriture. Couvre-le avec une serviette afin que les animaux ne le découvrent pas avant que tu reviennes. Remplis le trou de terre et ajoute un peu de mousse, de paille ou de feuilles pour le dissimuler davantage. S'il y a de la glace ou de la neige à disposition, utilise-la pour garder ta nourriture au frais. N'oublie pas de marquer ta cachette d'une manière ou d'une autre. Tu pourras ainsi facilement la retrouver plus tard. Il te reste maintenant 2 ou 3 jours avant que tes denrées périssables ne se gâtent. Tu peux transformer des allumettes ordinaires en allumettes étanches. Applique une fine couche de vernis à ongles sur tes allumettes et laisse sécher. Une fois qu'elles seront prêtes, elles resteront suffisamment sèches pour allumer un feu, même si tu les fais tomber dans l'eau. Si tu te perds quelque part pendant l'hiver et que tu as soif, ne mange pas de neige. Elle contient beaucoup plus d'air que d'eau, donc tu ne te sentiras pas beaucoup plus hydraté. Ton corps gaspillera en revanche beaucoup d'énergie pour essayer de la faire fondre. Pire encore, tu risques de faire baisser ta température corporelle et tu pourrais tomber en hypothermie. Si tu te retrouves nez à nez avec un coyote ou un loup, ne lui tourne pas le dos. Recule lentement tout en faisant face à l'animal.
Cela ne fonctionne toutefois que si l'animal est seul. Si tu rencontres une meute, le plus important est de s'assurer qu'elle ne t'entoure pas. Recule vers un arbre et appuie ton dos contre lui. Ensuite, choisis le bon moment et grimpe dessus aussi vite que possible. Plusieurs couches de vêtements te réchaufferont mieux qu'un seul manteau de fourrure ou une seule doudoune chaude. L'air sera emprisonné entre les couches de vêtements, ce qui t'isolera et gardera ton corps au chaud. Si tu te perds dans les bois, essaie toujours de dormir un peu au-dessus du sol. Tu peux t'allonger sur une couche de branches et de feuilles comme lit de fortune ou tendre un hamac entre deux arbres. La nuit, la température baisse et le sol devient froid. Même si tu fais un feu, il pourrait s'éteindre pendant que tu dors et le sol absorbera ta chaleur corporelle. Tu es dans une embarcation au milieu de la mer. Pas de nourriture, pas de filet de pêche et tu as faim. Ce n'était censé être qu'une excursion de 3 heures. Mais tu sais quoi? Tu peux attraper des poissons à l'aide de tes lacets de chaussures et de n'importe quel objet. Téléphone, montre, clé. L'ombre projetée par le bateau dans la mer peut attirer les poissons et un objet réfléchissant peut servir d'appât. Attache tes clés à tes lacets de chaussures et utilise-les comme une canne à pêche. Même si un poisson ne mord pas, des activités comme celle-ci sont un bon moyen de ne pas perdre la tête en pleine mer. Une courte méditation peut te sauver d'une crise de panique. Tu dois te concentrer sur ta respiration et essayer de la ralentir. Ton cerveau va rapidement se calmer et détourner son attention de la panique. Les masques à oxygène dans les avions fonctionnent sur le même principe. Lorsque tu contrôles ta respiration, ton attention est redirigée loin de ce qui se passe. Tu peux fabriquer une torche à partir d'une bûche. Place une petite bûche verticalement, fais une profonde entaille en forme d'étoile sur le dessus. Mets-y de l'herbe sèche, des feuilles et des brindilles. Une fois que tu as terminé, mets le feu à la bûche et elle brûlera pendant 3 heures maximum. Cela devrait fonctionner quelle que soit la taille et le type de bois. Si tu rencontres un grizzly en colère, n'essaie jamais de t'enfuir car l'ours pourra facilement te rattraper. Au lieu de cela, allonge-toi et ne bouge pas. Les grizzlies n'attaquent généralement que lorsqu'ils voient une menace, donc ils te laisseront souvent tranquille si tu leur montres que tu ne leur causeras aucun problème. Mais cela ne fonctionne qu'avec les grizzlies. Si une confrontation est inévitable, recule lentement et utilise un spray anti-ours. Si tu n'en as pas, le spray au poivre fonctionne de la même façon et devrait désorienter l'ours et le faire fuir. Ou pas. Ne mange pas de baies ou de champignons dans la forêt si tu ne sais pas exactement ce qu'ils sont. Ils pourraient être toxiques. Si tu n'as pas d'autre choix, mange l'écorce intérieure des érables, des bouleaux et des pins pour remplir ton estomac. Utilise un couteau pour enlever l'écorce extérieure rugueuse et arriver à la substance blanche plus molle. Tu peux la faire bouillir pour la rendre encore plus molle ou la faire cuire sur un feu ouvert pour en faire un encas croustillant. Et si tu es vraiment affamé, tu peux manger des fourmis. Elles ne sont peut-être pas très appétissantes, mais elles sont plutôt nutritives. Si tu n'as pas de montre, tu peux utiliser tes doigts pour savoir combien de temps il reste avant le coucher du soleil. Lève ta main de sorte que l'intérieur de ta paume soit face à toi. Tes doigts doivent se trouver entre le soleil et la ligne d'horizon. Regarde combien de doigts peuvent tenir dans cet espace. L'épaisseur d'un doigt correspond à environ 15 minutes. Tu peux donc calculer le temps qu'il reste avant le coucher du soleil. Si tu es perdu et que tu dois faire un feu pour attirer l'attention, jette-y beaucoup de branches de pin ou de cèdre, des pommes de pin et tout objet en caoutchouc inutile. Ton feu émettra plus de fumée noire, ce qui le rendra visible de loin. Si tu n'as pas d'eau dans le désert mais que tu as de la nourriture, essaie d'éviter de manger aussi longtemps que possible. Plus tu manges, plus tu as soif. Le corps a besoin de liquide pour digérer les aliments. Il utilisera donc le peu que tu as. Une personne peut vivre beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans eau, alors n'aie pas peur d'être affamé. Tu as trouvé une énorme flaque d'eau sale dans la forêt. Si tu as désespérément besoin de boire, tu peux remplir ta bouteille et la filtrer pour en faire de l'eau potable. Pour la nettoyer, fabrique une corde faite de gaz ou de vêtements. Place une extrémité dans la bouteille d'eau sale et l'autre dans une bouteille vide. Très vite, l'eau propre s'écoulera dans la bouteille vide à travers la corde, tandis que les impuretés resteront dans la première. Avant de partir en randonnée, remplace tes lacets ordinaires par des lacets en paracorde. Si tu n'as pas assez de cordes, ces lacets peuvent te donner quelques centimètres supplémentaires en cas de besoin. Si tu es perdu en forêt et que tu n'as rien pour te réchauffer, alors ramasse des feuilles et de l'herbe sèche sur le sol et mets-les entre 2 couches de vêtements. Cela t'aidera à rester au chaud plus longtemps. Si tu es perdu dans un désert, essaie de bouger le moins possible pendant la journée. Trouve une ombre ou crée-la à partir de matériaux improvisés et abrite-toi jusqu'au soir. La nuit, tu dépenseras beaucoup moins d'énergie et tu utiliseras moins de liquide en marchant. Cela t'aidera à éviter le risque d'insolation. Si tu tombes à travers la glace, n'essaie pas de t'en sortir comme tu le ferais dans une piscine. Si tu poses tes mains sur la glace et que tu essaies de te hisser avec tes bras, elles pourraient se fissurer et te faire retomber dans l'eau.
Tu dois étirer tes bras parallèlement à la surface de la glace et étendre tes jambes en arrière pour qu'elles flottent dans l'eau. Dans cette position horizontale, commence à agiter tes jambes comme si tu nageais. Déplace tes bras avec précaution sans mettre trop de poids sur la glace et tu devrais pouvoir t'en sortir. Si tu dois faire un feu alors qu'il y a trop de vent, voici ce qu'il faut faire. Creuse 2 trous l'un à côté de l'autre et crée un petit tunnel souterrain entre les deux. Fais un feu dans l'une des fosses. Le vent ne pourra pas l'éteindre et le feu sera alimenté en air par la deuxième fosse. Cette méthode est aussi utile si tu dois faire un feu sans attirer l'attention. Dans l'obscurité, ce type de feu sera moins visible. Ne jette pas ou n'éclate pas le papier à bulles, emporte-le en expédition avec toi. Il te protégera du froid mieux que ne le ferait une épaisse couverture. Ces minuscules bulles d'air sont un isolant parfait. Il suffit de le mettre entre 2 couches de vêtements pour que le papier bulle empêche toute chaleur de s'échapper. Le plastique dont sont faites les bulles est d'ailleurs imperméable, donc le papier bulle peut aussi t'éviter d'être mouillé. En nageant dans la mer, non loin du rivage, tu peux facilement être emporté par des courants de retour. Si cela arrive, la chose la plus importante à retenir est de ne pas nager à contre-courant. Cela ne fera que gaspiller tes forces et te priver d'énergie, et il est peu probable que tu puisses un jour être plus fort qu'un courant océanique. Essaie plutôt de nager latéralement, le long de la rive. Tôt ou tard, tu devrais sortir du courant, et tu pourras alors nager en toute sécurité jusqu'à la plage. Si tu es bloqué dans un ascenseur en chute libre, n'essaie pas de sauter au moment de l'impact. Ne te mets pas non plus en position assise ou debout. Tu dois t'allonger sur le sol face au plafond. Écarte tes jambes le plus possible, couvre ton visage avec une main et mets l'autre main derrière ta tête pour te protéger. Dans cette position, tu réduis la pression exercée sur ton corps lorsque tu tombes. Tu es perdu. Un hélicoptère de secours survole la forêt, mais tu n'as pas de fusée éclairante et tu n'as pas le temps de faire un feu. Utilise un petit miroir ou un écran de téléphone pour réfléchir la lumière du soleil. Dirige le faisceau lumineux vers l'hélicoptère. Les sauveteurs devraient remarquer le flash et voler vers toi pour te sauver. Waouh, tu es au cœur du désert du Sahara. Tu vas participer à un marathon. Depuis ce point, tu dois marcher 950 km vers l'est jusqu'au point de rendez-vous. Tu veux te prouver à toi-même que tu peux survivre dans n'importe quelle condition. La pleine mer, les terres glacées de l'Antarctique, la jungle amazonienne. Tu as été partout. Et maintenant, c'est au tour du désert brûlant. La clé du succès de toute expédition est la préparation. Tu prends donc un grand sac à dos rempli des affaires nécessaires. Une petite hache pour couper les branches sèches, une boussole, un sac de couchage. Tu ne peux pas compter sur le GPS car la connexion peut être perdue dans le désert. Des allumettes, une trousse de premiers secours, des comprimés de purification d'eau, une lampe de poche. Tu as aussi besoin d'un foulard, d'un bandana, de lunettes étanches qui protégeront tes yeux du sable et de vêtements légers qui peuvent couvrir tout ton corps. Un imperméable ou une tente te sera également utile. Tu as besoin de tout cela pour protéger ton corps du sable et des rayons du soleil. Pour la même raison, tu emportes aussi des gants. Tu ne peux pas manger des aliments trop nutritifs. Pour les digérer, ton corps aura besoin de beaucoup d'énergie et de liquide. Or, ce sont les choses les plus importantes et les plus rares dans le désert. Les barres diététiques ou les fruits secs sont d'excellentes options. Il te faut aussi de l'eau, beaucoup d'eau. Il est plus sûr d'emporter plusieurs petites bouteilles qu'un seul grand récipient. Si ce récipient s'abîme, tu te retrouveras sans eau. Tandis que si tu as plusieurs bouteilles, tu réduis ce risque. Ton sac à dos est plein et tu es prêt à commencer ton périple. Un hélicoptère te dépose au milieu du désert. Tout d'abord, tu lubrifies tes narines avec une crème hydratante. C'est nécessaire pour éviter que les muqueuses ne sèchent. L'air chaud peut te brûler le nez et tu ne veux pas respirer par la bouche pour ne pas perdre la précieuse humidité qui y règne. Tu marches quelques mètres et tu t'arrêtes. Ce serait une erreur de voyager dans un endroit aussi chaud pendant la journée. Tu vas commencer à transpirer et perdre beaucoup de liquide. Or, tes réserves d'eau sont limitées. Le moment idéal pour voyager est le soir et la nuit. À ce moment-là, il fait froid. Tu auras besoin de bouger davantage pour te réchauffer. Tu trouves donc un vieil arbre abattu et tu y attaches un auvent. Tu as créé une ombre, ce qui signifie que ton lieu de repos est prêt. Il est important de bouger le moins possible pour économiser ton énergie. Tu ouvres ta carte et sors ta boussole. Puis tu vérifies l'itinéraire, tu regardes autour de toi et tu étudies le paysage désertique pour pouvoir t'y orienter plus facilement. Tu veux boire de l'eau mais tu t'arrêtes. Il est préférable de ne pas boire pendant 24 heures pour que ton corps passe en mode survie. Tu fermes les yeux et t'endors. Le sable te souffle au visage. Tu te lèves et tu vois qu'une tempête de sable s'approche. L'arbre près duquel tu as dormi semble trop fragile. Il ne résistera pas à la tempête. Tu as besoin d'un abri de toute urgence. Tu mets tes lunettes, tu attaches le foulard autour de ta tête et tu l'humidifies pour faciliter ta respiration. Si tu n'avais pas d'écharpe, tu devrais couvrir ton visage avec tes mains. Toutes les parties de ton corps doivent être protégées par des vêtements.
de minuscules grains de sable entrent en collision avec ta peau à grande vitesse. Malgré la protection, tu en sens quelques-uns sur ton visage. Il n'y a pas d'abri où tu puisses te cacher à proximité. Cela pourrait être une grosse pierre, un arbre, mais rien. Tu dois maintenant trouver une colline. Pendant la tempête, les grains ne font pas que voler, ils rebondissent aussi sur le sol et les uns sur les autres. Lorsque tu es sur une colline, la plupart des grains de sable tombent le long des pentes et tu es plus ou moins épargné. Tu dois rejoindre un terrain élevé dès que possible, car il est difficile de se déplacer dans de telles conditions. Tu perds trop d'énergie, tu dois même marcher à reculons, le dos tourné au vent pour protéger ton visage. La tempête se renforce. Mais heureusement, tu es déjà en train de t'élever. Tu te retrouves sur une petite colline sablonneuse. Tu enroules ta tente autour de ton corps et tu attends. Fatigué, tu t'endors à nouveau. Quelques heures passent, tu ouvres les yeux et tu entends le silence. La tempête est passée. Tu retires la tente, secoues le sable et inspectes les environs. Le soir se rapproche, le soleil n'est plus aussi chaud. Tu sors ta boussole et ta carte pour vérifier l'itinéraire. Mais l'instant d'après, tu découvres que la tempête de sable a complètement transformé le paysage environnant. Il est difficile de se diriger à l'aide de la carte lorsqu'il n'y a pas de point de repère familier. Tu peux facilement t'écarter du chemin et te perdre. Tu ne sais pas trop où aller. Mais tu as de l'eau et de la nourriture et d'autres personnes savent approximativement où tu te trouves. Dans ce cas, il est préférable pour toi de rester où tu es. Ils commenceront à te chercher et finalement te trouveront. Tu ne gaspilleras pas ton énergie et tes réserves. Mais tu regardes la boussole, la carte et tu décides d'aller vers l'est. Tu es ici pour terminer le marathon, quoi qu'il en coûte. La nuit est assez froide, mais le mouvement constant t'aide à rester au chaud. Tu vérifies tes poches et t'aperçois que tu as perdu tes allumettes pendant la tempête. Puis tu vois un arbre sec devant toi. Tu coupes quelques-unes de ses branches et les attaches à ton sac à dos. En marchant, tu laisses des marques sur le sable. Ce sont les branches auxquelles tu as attaché des morceaux de tissu et que tu plantes dans le sol à intervalles réguliers. De cette façon, tu peux aider les sauveteurs à te retrouver si tu n'arrives pas au point de rendez-vous. C'est déjà l'aube. Le soleil est brûlant. Tu trouves un autre arbre, crées une ombre à l'aide de la tente, bois un peu d'eau et t'endors. La nuit venue, tu coupes les branches de l'arbre et tu erres à nouveau dans le désert. Il semble que tu sois perdu. Ton eau s'épuise plus vite que prévu. Tu grignotes une barre énergétique et ton corps réclame encore plus d'eau. Le plus important dans cette situation est de rester calme. La panique draine ton énergie. Tu essayes d'imaginer que le désert est ta maison et que tu le connais parfaitement. Cela te procure force et confiance. Tu trouves les ruines d'un vieux bâtiment et tu te caches dans son ombre. Ensuite, tu mets les branches en un seul tas et tu y mets le feu avec un miroir. Tu as besoin du feu pour que les sauveteurs remarquent la fumée. Malheureusement, il n'y a pas d'hélicoptère qui vole dans le ciel. Tu continues ton chemin la nuit suivante et tu découvres qu'il ne te reste qu'une seule bouteille d'eau. Tu essayes de manger le moins possible pour que ton corps ne gaspille pas d'énergie à digérer les aliments. Cela te rend plus faible. Ton objectif est maintenant de réapprovisionner tes réserves. Pour ce faire, tu dois attendre l'aube. Ensuite, tu regarderas le ciel, tu trouveras les nuages et tu iras dans cette direction. Là où il y a des nuages, il devrait y avoir de la vie et de l'eau. Mais très vite, tu comprends que le soleil est trop chaud. Tu as fait à nouveau de l'ombre, épuisé, tu t'allonges et t'endors rapidement. Le soleil a changé de position et brille maintenant droit sur toi. Sa chaleur te réveille, tu n'as plus d'eau, tu te lèves et cherches des pierres ou de la végétation. Tu peux obtenir un peu de liquide à partir de l'herbe, des plantes ou des buissons. Après les pluies, l'humidité reste longtemps sous les pierres, retourne-les et vérifie, mais avec précaution. Des scorpions, des serpents et des araignées peuvent s'y cacher. Tu dois aussi inspecter le sable pour trouver des traces d'animaux ou d'insectes. Les animaux vont toujours vers les sources d'eau et tu dois les suivre. Mais sois très attentif. Il peut s'agir de traces de guépards ou de lycaons. Tu es trop faible pour te défendre contre eux. Tu dois repérer les animaux de loin et attendre qu'ils aient bu en premier. Tu trouves des empreintes de pas. Un groupe de hyènes tachetés marche au loin. Tu les suis lentement. Elles te mènent à une oasis. Tu attends pendant quelques heures qu'elles aient fini de boire. Finalement, elles quittent l'endroit et tu peux étancher ta soif à ton tour. N'oublie pas de mettre des tablettes de purification dans l'eau. Mais même si tu ne les as pas, tu devrais quand même boire. Dans tous les cas, ça ne peut pas être pire. De plus, il est important de ne pas boire trop d'eau d'un coup.
Ton corps est épuisé et ne peut pas assimiler une grande quantité de liquide rapidement. Tu bois donc lentement, par petites gorgées. Tu as l'impression de pouvoir faire cela pendant des heures. Ensuite, tu manges et verses de l'eau dans tes bouteilles. N'ayant plus faim, te sentant satisfait et heureux, tu t'endors à nouveau. Un bruit te réveille. Un hélicoptère. Il vole juste au-dessus de toi. Tu cries et agites les mains. Mais les sauveteurs ne te remarquent pas. Il est trop tard pour faire un feu. L'hélicoptère s'en va. Réfléchis, réfléchis. Tu sors ton miroir, attrapes un rayon de soleil et le diriges vers l'hélicoptère. Les sauveteurs t'ont remarqué. Tu es sauvé. De l'extérieur, la surface de ce lac ressemble au reste d'une catastrophe. Des troncs d'arbres vides émergent des eaux turquoises. Le lac est entouré de montagnes, ce qui en fait un endroit calme, mais inquiétant. Mais ceux qui osent nager sous ces eaux dangereuses vont bientôt découvrir un tout nouveau monde. Ce n'est pas le début d'un conte de fées. C'est l'histoire réelle du lac Khaindi, situé à Saty, au Kazakhstan. En 1911, un tremblement de terre a provoqué un important glissement de terrain à cet endroit. La vallée ainsi formée s'est remplie d'eau de pluie, submergeant pratiquement la forêt. Les arbres situés au-dessus des eaux peuvent sembler bien tristes, mais sous la surface, ils rappellent une forêt sous-marine. Comme les eaux sont cristallines la plupart du temps, tu peux toujours voir cette vue fascinante même depuis les rives. L'eau glacée du lac complique les choses et peut parfois s'avérer dangereuse. Sans oublier les algues, les plantes et les arbres immergés qui peuvent rapidement devenir des obstacles potentiellement dangereux. J'aime bien les bains chauds et fumants, mais ce lac bouillant dont je vais te parler appartient plutôt à la catégorie des rêves terrifiants. Il est situé sur l'île de la Dominique, dans les Caraïbes, et ses eaux ont une température comprise entre 82 et 92 degrés Celsius. Et ce n'est que sur le bord, car personne n'a jamais osé atteindre le milieu du lac pour mesurer sa température au centre. Il est vrai que la chaleur peut baisser de temps en temps, mais on ne sait jamais quand ces eaux peuvent recommencer à bouillir. L'endroit est également dangereux en raison des gaz qu'il dégage, comme le dioxyde de carbone. L'odeur n'est pas agréable, crois-moi, mais c'est surtout à cause du soufre présent dans l'air vaporeux. Ce lac, apparemment calme, recèle également une dangereuse surprise. Le lac Monoun est situé dans la province de l'Ouest, au Cameroun. C'est l'un des rares lacs en éruption sur toute la planète, semblable à un volcan. Et la plupart du temps, il le fait sans aucun avertissement. Sa dernière éruption remonte à 1894, date à laquelle il a causé de sérieux dégâts. Le mécanisme chimique de ces lacs fonctionne comme une canette de soda que l'on secoue avant de l'ouvrir. Des gaz dangereux se trouvent au fond des eaux, si bien que toute perturbation à la surface peut déclencher leur éruption. Le lac Natron, en Tanzanie, est peut-être beau à regarder en raison de sa couleur particulièrement rougeâtre. Mais ce n'est certainement pas un endroit où l'on a envie de se baigner. Si l'eau est extrêmement salée, elle se combine également avec des algues, qui, soit dit en passant, sont responsables de la coloration. Et ce n'est même pas ce qu'il y a de plus risqué. Le lac Natron a des niveaux de pH si élevés qu'ils deviennent corrosifs. Si tu mouilles un morceau de tissu teint dans ce lac, il sera bientôt dépourvu de sa couleur. Ces niveaux élevés d'acidité peuvent également causer de sérieux problèmes à la peau humaine. Tout n'est pas mauvais pour certaines créatures, car le lac Natron est le seul endroit où vivent plus de 2,5 millions de petits flamants roses. Ces eaux acides et saumâtres assurent leur survie. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aiment rester dans les parages. Le risque que représente le lac Nicaragua est moins lié à la chimie qu'à ses habitants. Situé à la frontière du Costa Rica et du Nicaragua, c'est le plus grand lac d'eau douce d'Amérique centrale. À première vue, tu ne penseras pas qu'il peut être dangereux. Mais à cause des requins taureaux qui l'habitent, je te déconseille de t'y baigner. Les requins ont tendance à être des créatures imprévisibles et parfois intimidantes. De plus, ils sont prêts à tout manger si nécessaire. Les scientifiques ont d'abord cru que cette espèce de requin se trouvait uniquement dans ce lac. Mais ils ont vite découvert que des gens avaient vu les mêmes requins dans la mer des Caraïbes. Ces créatures étonnantes traversent non seulement une distance de plus de 193 km pour arriver jusqu'ici, mais peuvent également s'adapter à l'eau douce, ce que tous les poissons ne peuvent pas faire. Le grand trou bleu du Belize peut sembler séduisant pour les plongeurs. Je veux dire qu'il est d'un bleu magnifique et qu'il est assez proche du continent, à environ 100 km. Le problème est que sous la surface de ces eaux tranquilles se trouve une série de tunnels complexes qui contiennent de nombreux types de coraux et d'autres espèces sauvages.
Ce sont ces grottes qui rendent la plongée dans le Grand Trou Bleu compliquée. De plus, les spécialistes ont découvert qu'en s'enfonçant dans les eaux, les créatures sont de moins en moins nombreuses. Pourquoi ? À cause d'une couche cachée de sulfure d'hydrogène qui s'étend sur toute la largeur du gouffre. Comme il n'y a pas d'oxygène, aucune créature ne peut survivre à cette profondeur. Le lac Lanier est le plus grand lac de l'État de Géorgie. Il accueille chaque année un grand nombre de visiteurs, environ 11 millions, soit à peu près autant que le musée du Louvre à Paris. Malgré sa popularité, de nombreux accidents se produisent sur ce lac et personne ne sait exactement pourquoi. L'une des explications pourrait se trouver sous la surface de ce lac mystérieux. On y trouve beaucoup de débris et de gravats, ainsi que des objets jetés au hasard, comme des bateaux, des chaises de jardin et même du fil de pêche. Tout cela crée une course d'obstacles sous-marine difficile. Avec en plus une faible visibilité à la surface du lac, cet endroit peut devenir dangereux à naviguer. Le Grand Prismatic Spring, situé dans le parc national de Yellowstone, qui s'étend sur les États du Wyoming, du Montana et de l'Idaho, est un autre exemple de lac où l'on a l'impression que quelqu'un a fait un montage Photoshop avec les montagnes. Il est totalement interdit de se baigner ici. Il fait 87 degrés Celsius au centre, presque proche de l'ébullition. Et l'anneau le plus extérieur atteint environ 55 degrés, d'où les couleurs. Comme le centre de l'eau est bien trop chaud pour que la vie puisse s'y développer, rien ne trouble la surface. L'absence d'organismes vivants crée ce bleu vif qui semble presque peint. Sur la petite île méditerranéenne de Chypre, il n'y a pas beaucoup de pluie pendant l'été. C'est pourquoi certains plans d'eau deviennent si secs qu'à certains endroits, ils sont recouverts d'une couche de sel cuit. C'est le cas du lac salé de Larnaca. Ne te laisse pas tromper par ce paysage sinistre. Ces terres peuvent facilement devenir un piège. En effet, il est facile de confondre une surface sèche avec une fine couche de sel qui recouvre de l'eau ou de la boue. De plus, sous la croûte se trouvent des cristaux de sel qui peuvent causer des problèmes de peau. Le trou de Samaesan est l'un des endroits les plus dangereux pour se baigner dans toute la Thaïlande. C'est parce qu'il est très profond, jusqu'à 85 mètres, et devient extrêmement sombre. À certains endroits, lorsque les plongeurs descendent, ils peuvent même atteindre des endroits où la visibilité est nulle. Il n'est pas étonnant que beaucoup de gens soient désorientés et ne parviennent plus à trouver leur chemin vers le haut. Le plus grand lac d'Afrique et le troisième plus grand lac du monde s'appelle le lac Victoria. Toutes ces eaux ne sont pas dangereuses pour l'homme, mais certaines régions peuvent rapidement poser des problèmes. Pourquoi ? En partie parce qu'il possède son propre système météorologique indépendant, et cela rend le temps vraiment peu fiable. Il peut passer de clair et ensoleillé à épouvantable en quelques secondes. Je veux dire, qui voudrait se retrouver à nager au milieu d'une tempête, n'est-ce pas ? Le lac Poustoye est situé en Sibérie. Donc je suppose que je n'ai pas besoin de te dire que ces eaux sont extrêmement froides. Mais si tu regardes le lac, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces eaux. Est-ce complètement vrai ? Très probablement pas. Et les gens ont tendance à éviter de se baigner ici à tout prix, même s'ils peuvent résister aux eaux glaciales. Alors, qu'est-ce qui rend le lac Poustoye si mystérieux et dangereux ? Eh bien, rien ne semble vouloir vivre ici, et les scientifiques n'ont pas encore découvert pourquoi. Ils ont essayé de remplir le lac avec de nombreux types de poissons et diverses espèces de plantes pour voir s'ils pouvaient survivre dans les eaux, mais les résultats ont été décevants. Comme nous ne savons pas exactement pourquoi il est si difficile de survivre ici, ne cours pas encore chercher ton maillot de bain. Il est préférable que tu restes à l'écart. Pigé, tu n'as pas besoin de me le dire 2 fois.